XXe siècle, la Russie va connaître un des mouvements artistiques les plus novateurs de son histoire, c'est l'avant-garde russe. Mais de ce courant, souvent on ne retient que le nom de Malevitch, puisque le stalinisme a fait taire les artistes et empêché le reste du monde d'en mesurer la diversité. Depuis peu, on redécouvre l'avant-garde russe grâce notamment au flair et à la persévérance d'un collectionneur d'art, Georges Kostakis, dont on peut voir jusqu'au 2 mars la collection exceptionnelle au musée Mayol à Paris. Mais l'avant-garde russe, qu'est-ce que c'est au juste et quelle est sa cote aujourd'hui sur le marché de l'art? On a posé la question à des spécialistes. Au départ, c'est-à-dire, disons, à partir du début du XXe siècle, les artistes russes sont influencés par l'art occidental, c'est-à-dire essentiellement par l'art français et italien, par les fauves, par les symbolistes aussi au départ. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que l'art d'avant-garde occidental, cette fois, qu'il s'agisse des fauves ou des cubistes, sont connus en Russie en temps réel. En 1905, il y a une première salle d'artistes qui débarque à Paris. En 1910-11, aux ateliers Metzinger Fauconnier, on va voir l'arrivée de Popova, Dexter, d'un tas d'artistes pour la première fois femmes qui ont fait tout le trajet, vous imaginez, en 1910-11, traverser toute l'Europe, prendre des cours de peinture à Paris. Exter va même pousser le voyage jusqu'en Italie où elle va se lier avec les futuristes et une autre partie des artistes vont faire le même trajet, ce qui va les amener à rentrer en Russie et dès 1913-14 faire une synthèse des arts qu'ils vont appeler eux-mêmes le cubo-futurisme. Donc une œuvre faite de synthèse entre le cubisme à la française et le futurisme italien. Révolutionnaire au sens artistique du terme, l'avant-garde russe entend transformer l'art en investissant tous les domaines de la vie quotidienne. Peinture, architecture, théâtre, ces artistes radicaux brassent entre 1910 et 1930 toutes les disciplines et dessinent même les mouvements de l'art à venir en Occident. En tant qu'école, c'est l'invention, c'est l'origine de l'art abstrait. Même s'il y a des types qui, comme Kupka en 9-10 ou Kandinsky dans leur coin, vont participer à l'élaboration de l'art abstrait, là, en tant que mouvement, ils auront tout inventé. Le réalisme socialiste, avec son souci de représenter exclusivement les masses laborieuses, met fin au mouvement. La censure stalinienne réduit les artistes au silence et leurs œuvres à la clandestinité. Et l'avant-garde russe serait tombée aux oubliettes sans cet homme, Georges Kostakis, un grec installé en Russie. Chauffeur d'ambassade, sans formation artistique, il rassemble pendant les années 50 et 60 plus de 1300 œuvres. En 1946, il a découvert par hasard une œuvre de Stepanova, une œuvre constructiviste, qui était alors, à ce moment-là, un mouvement interdit, qu'on ne pouvait voir nulle part. C'était pour lui une révélation, et du coup, il s'est mis à collectionner, c'est-à-dire à acheter ce qu'il pouvait trouver, à acheter à des prix dérisoires aux artistes qui étaient encore en vie ou à leurs héritiers. On se rappelle quelques noms, c'était Rodchenko, c'était Tlatlin, c'était Lissitsky, Malevitch, bien sûr, en tant que chef de file. Mais il a aussi permis de retrouver un certain nombre d'artistes oubliés, comme Kudryashev, comme Redko, comme Nikritin. Nikritin, mort en 1965, mêle dans sa peinture le marxisme et l'orthodoxie. Il fait partie de ces artistes que Kostakis expose chez lui, en catimini, sans l'accord officiel des autorités soviétiques. Ce musée-appartement, eh bien, c'était un appartement communautaire au départ, de 2 pièces, je crois. Jusque dans les années 60, ensuite, il a déménagé, c'était un palais, c'était aussi dans un HLM, mais qui avait 60 mètres carrés. Et les toiles étaient entassées les unes au-dessus des autres. J'ai quasiment pu relater avec tous les artistes de la seconde avant-garde que je côtoie la visite chez Kostakis. Et c'est toujours quelque chose qui a marqué les gens. Donc parfois je me retrouve avec des peintres, avec leurs femmes, et ils me racontent la visite chez Kostakis, comment ça s'est passé pour chacun d'entre eux. Évidemment, dans l'Union soviétique où tout était surveillé, on le savait qu'il avait une collection, enfin qui réunissait une collection, mais ça devait rester confidentiel. C'était une sorte, j'allais dire, d'accord d'entente avec le KGB, auquel probablement d'ailleurs il fournissait des renseignements. Il avait un statut un peu à part, sinon il n'aurait jamais pu sortir sa collection et faire ce qu'il a fait, et acheter les pièces. Rien qu'acheter les pièces, je connais
2 personnes qui sont allées en 76 à Moscou, qui ont fait 2-3 adresses de familles d'artistes, dont de célèbres historiens d'art, qui se sont fait arrêter directement et qui ont séjourné 48 heures dans les salles d'interrogatoire du KGB. Il y a eu des centaines et des centaines de faux d'avant-garde russe. Il y a diverses périodes de faux, il y a diverses vagues de faux. On en trouve plein en vente, mais enfin, il ne faut pas se faire d'illusions. On parle de la révolution russe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu énormément de production, il n'y a pas de dizaines et des dizaines d'œuvres. On sait à peu près ce qui a été fait et où ça se trouve. Je veux dire, quand il y a une pièce qui passe en vente aux enchères, il n'y en a pas 36 des Malevich en 20 ans de carrière. J'en ai vu en vente aux enchères des vrais 2. Un qui venait du MoMA et un qui venait du Stade Belgique à Amsterdam. Aujourd'hui, 80% de ceux qui achètent ces œuvres sont russes et chaque année, la cote de l'avant-garde augmente de 30%. Quand le mur tombe, il y a une espèce d'engouement, mais c'est pas encore. Les Russes ont autre chose à faire que racheter leur patrimoine. Donc il y a les guerres de succession sur les matières premières en Russie. Et là, petit à petit, quand ça stabilise, quand les guerres d'oligarques s'arrêtent à Moscou, ils se tournent vers, une fois qu'on a acheté 15 maisons, 3 et autres, on commence à acheter des tableaux. D'ailleurs, ils ont acheté compulsivement, c'est-à-dire qu'un collectionneur achetait quasiment comme un marchand. Il prenait un nom et il achetait tout ce qu'il pouvait trouver autour. Il y a un Popov qui est passé en vente il n'y a pas longtemps, il y a 6 mois, à Londres, qui a fait dans les 1,5 million, ce qui me paraît encore, il n'était pas très grand, mais une œuvre cubo-futuriste. Si c'était un Picasso de la même période, il aurait fait un 0 de plus, tranquillement. Alors qu'il y a beaucoup moins d'œuvres de Popov que de Picasso et sur le marché en circulation existante. Mais bon, ils vont y arriver. Forcément, les Russes, ils vont réajuster tout seuls leur marché. Comme ils l'ont fait avec quelques abus sur les artistes des années 60. Mais au bout du compte, ils vont le faire pour leurs avant-gardes. L'exposition de la collection Kostakis, c'est au musée Mayol à Paris jusqu'au 2 mars.